Je suis Adriana d'Aventure et je travaille donc en didactique du FLE, du français langue étrangère. Et je voulais rapidement partager mon parcours parce que ça rejoint, je me sens vraiment identifiée par rapport à cet ouvrage et à vos travaux. Et moi-même, j'ai appris, je peux me situer, je ne suis pas d'origine colombienne, je suis colombienne d'origine. Parce que j'ai jamais compris ce que c'est qu'être d'origine, mais en tout cas, je suis française aussi. J'ai appris le français à l'étranger, dans mon pays. Et je suis devenue prof de FLE à l'étranger, prof de français langue étrangère. Ma vie professionnelle s'est développée entre la France et plusieurs pays d'Amérique latine, et même d'autres pays dans le monde où j'ai eu l'opportunité justement de former des enseignants de français langue étrangère qui enseignent la langue française à l'étranger, mais dont la plupart, ils ne sont pas français. La grande majorité d'enseignants de français langue étrangère sont étrangers. Et ils enseignent, ils diffusent la langue française à l'étranger. Et ce travail, justement, il y avait toujours une question de cette acceptation de langue culture étrangère qu'on enseigne à l'étranger, loin du contexte d'usage donc de la France ou d'un pays francophone, et dont la plupart de ces enseignants ne sont jamais venus en France, n'ont jamais été dans un pays francophone, et ils enseignent cette langue culture. Donc, de quelle manière les rapprocher ? Et la manière de les rapprocher en formation, c'était justement le moyen de leur faire adopter une démarche interculturelle à travers la biographie langagère pour qu'ils prennent compte justement de cette altérité, de cette distance et même rapprochement entre la langue culture maternelle, donc une acceptation, et la langue culture d'enseignement. Et là, je reviens, j'étais tout le temps dans ma vie entre et la France et d'autres pays. Là, je reviens et par rapport, ça me fait réfléchir à vos propos, aux propos que vous avez exposés, vous tous, et je me retrouve après 5 années d'absence dans un pays où je reviens, et voilà, je me retrouve à travers des événements terribles que moi-même j'ai vécu dans mon pays et dans d'autres pays, et où j'aurais jamais cru que ça allait arriver ici. Et disons, ma pratique, à travers mes compétences, je me demande, oui, en quoi je peux apporter, en quoi je peux être utile, parce que c'est vraiment moi, et je me sens identifiée, parce que moi-même, je suis immigrée, et le français n'est pas ma langue maternelle, mais c'est ma langue quand même, et j'ai été adoptée par la France. Et de quelle manière, justement, je peux être utile, parce que c'est une vraie question, et de quelle manière on peut changer, changer la société, je ne sais pas, les pratiques, et même nos postures des formateurs actuellement. Et c'est très important de s'interroger. Et on peut pas, ça ne peut pas continuer comme ça. Voilà, c'était juste un apport. C'est le centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs. C'est long, mais tous les mots ont leur importance, Muriel l'a rappelé tout à l'heure. Et surtout le mot allophone qui n'existait pas il y a quelques années. Et c'est pour ça que, effectivement, ça ne peut plus continuer comme ça. Mais j'ai envie de dire, heureusement qu'on voit des petits signes timides que ça commence un tout petit peu à bouger. Moi, je parle sur le plan éducation nationale, bien sûr, et formation des enseignants, formation continue. Puisque le CASNAF, malheureusement, ne peut toujours pas intervenir dans les SP, notamment les SP de Paris. Je n'ai jamais compris pourquoi. Ancienne UFM, oui, pardon. Hugues, tu as raison. Tu as raison, Hugues, oui. Oui, tu as parfaitement raison, oui. Et donc, en formation continue, moi, ce dont je m'aperçois, c'est que dans le premier degré, puisque moi je travaille sur le premier degré, je suis la seule de l'Académie de Paris à proposer une formation enseignante aux approches plurielles. Ça fait 5 ans. Ça commence à se savoir. Et du coup, comme ça commence à se savoir, les offres de formation que l'on a dans le plan académique de formation, et également en formation locale, commencent à avoir un tout petit peu de succès.
Et j'en veux pour preuve que on se pose la question justement de continuer sous cette forme-là à l'offre en quelque sorte de prestataire, hein, parce qu'en fait nous sommes des offreurs de formation. Et Hugues a se poser la question de savoir comment on peut continuer justement à former les enseignants. Voilà. Et en tout cas, je sais que moi, je me suis formée plus ou moins seule ou avec d'autres, hein, aux approches plurielles, et notamment à cette fameuse autobiographie langagière dont vous parlez. Et c'est vrai que je la propose systématiquement dans toutes ces formations aux enseignants. C'est par là que je commence. Et j'ai toutes sortes de réactions. Et il y a 5 ans, j'avais quasiment que des réactions hostiles, agressives. Parce que c'est difficile d'admettre qu'on n'a jamais pensé à l'altérité, en fait. C'est difficile d'admettre en tant que monolingue, monoculturel, parce que c'est ça, la majorité de nos enseignants français, ils sont dans cette situation-là. Oui, oui, représentation. Et quand effectivement, après ce travail de réflexivité personnelle sur comment moi je me suis construite, qu'est-ce que c'est que finalement cette langue culture? Est-ce qu'elle est unique? Et qu'on s'aperçoit que finalement, un peu comme M. Jourdain, hein, qui fait de la prose sans le savoir, eh bien on s'aperçoit que finalement on est tous plurilingues et pluriculturels. Eh bien certains en sont un peu soulagés. D'autres par contre s'en vont en claquant la porte. C'est des réactions, hein, ça existe. Hein. Mais ça c'était il y a effectivement 5 ans. Et depuis, ça évolue quand même un petit peu. Et c'est pour ça que je me dis qu'effectivement, moi, à ma modeste place, hein, j'essaye de faire que la mayonnaise prenne et que ça s'étende un petit peu. Et du coup, il y a des retours positifs. Et comme il y a des retours positifs, du coup, ça donne envie à d'autres d'aller voir, tiens, qu'est-ce qui se passe derrière cette chose qui s'appelle CASNAV, cette chose qui s'appelle formation pour les allophones plurilingues, qu'est-ce que c'est que tout ça? Et on est de plus en plus sollicité. Et donc là, on va être confronté plutôt à une chose bêtement matérielle et pratique, c'est que je suis toute seule, quoi. Et il y a 63 circonscriptions et je ne sais pas combien d'enseignants, plusieurs centaines. Voilà. Donc, sans effectivement faire un truc de masse, mais moi, c'est ça. Je vois que le curseur, quand même, légèrement commence à bouger. Et je le vois aussi à travers les nouveaux programmes. Et j'étais heureuse d'entendre M. Coignac parler de la réforme du collège, parce que moi, je m'aperçois que justement, ceux qui défendent cette réforme du collège, c'est les enseignants que j'ai en face de moi et qui ne sont pas hostiles, justement. Parce qu'ils comprennent tout l'intérêt de sortir, il est temps de sortir de cette logique mono et passer à une logique inter et pluri. Il est grand temps. Ils comprennent. Alors peut-être que les enseignants du premier degré, qui sont théoriquement polyvalents, je dis en théorie, hein, polyvalents, ont peut-être une facilité à cette démarche, hein, c'est possible, hein, plus que les enseignants disciplinaires du secondaire. C'est vrai, c'est possible que ce soit une explication. Mais moi, toujours est-il que on en discute de ces nouveaux programmes, et ils sont ravis, par exemple, que les nouveaux programmes de la maternelle contiennent dans le préambule un paragraphe entier sur la diversité culturelle et l'éveil aux langues. Ça, c'est nouveau, ça n'a jamais existé dans les programmes officiels de l'éducation nationale en France. C'est le programme de 2016 sur la maternelle. Ainsi que les nouveaux programmes pour l'école élémentaire, qui vont entrer en vigueur à la rentrée prochaine, voilà, et qui ont été publiés là. Eh bien, il y a également beaucoup de choses intéressantes, et ça me faisait penser à ça par rapport à ce que vous disiez de l'enseignement des langues vivantes étrangères. Pour la première fois également dans les nouveaux programmes, dans le domaine de l'enseignement de langues vivantes étrangères, on parle de pouvoir comparer de manière efficace et positive pour les élèves dans leur apprentissage, de comparer l'enseignement de langue vivante étrangère avec celle du français. Ça, c'est la première fois aussi qu'on parle d'analyse comparative des langues. 2016. Alors, bon, je me dis que peut-être... Vous n'avez pas évoqué la question de l'inclusion aussi? Absolument, oui. Ben, je voulais pas, parce que je voulais peut-être que quelqu'un en parle. Voilà, oui, effectivement. On est passé de l'intégration à la démarche inclusive, qui est la seule modalité principale de scolarisation des allophones. C'est écrit en grosses lettres dans la circulaire. Donc ça aussi, bon, alors je me dis que peut-être l'institution, timidement, commence à bouger, et que peut-être il y a un espoir que on arrive, je repense à ce que disait Hugues par rapport à cette année terrible de 2015, et que peut-être qu'effectivement, cette prise en compte de cette diversité culturelle et linguistique à l'école, si elle se développe, peut-être qu'en face, justement, les élèves, les enfants, les adolescents que sont avant de rentrer à la porte de l'école, ils sont enfants et adolescents, hein, et peut-être qu'ils auront une réponse différente, justement, par rapport à l'école, parce que
c'est vrai, en règle générale, quand même, à 6 mois, ils ne se sentent pas vraiment acceptés par ce système. Voilà. Ils ne se reconnaissent pas, quoi. Donc, je suis Anne Sauvert, je suis coach formée par Dominique et Muriel. Donc, je viens de très loin parce que j'arrive de Montpellier. Pour vous dire que en début d'année, j'ai une fille de 15 ans qui fait une section cinéma. Et en début d'année, nous avons été invités, parents et jeunes du lycée, à voir La Cour de Babel. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, qui m'a beaucoup touchée et j'y ai beaucoup pensé dans tout ce que vous avez dit. Ce qui m'a touchée aussi, c'est la réaction des élèves qui sont lycée, seconde, première, terminale, à ce qu'ils avaient vu. Parce que d'abord, ils ne savaient pas que ça existait, ce genre de classe. Donc, des classes qui accueillent des jeunes migrants de pays étrangers et qui viennent apprendre le français. Et la première réaction, d'abord, j'en parle avec émotion parce que ce film, il est vraiment très, très touchant, avec des histoires racontées qui sont extrêmement touchantes. Et le professeur de cette classe, à la fin, dit au revoir à ses élèves, mais dit au revoir aussi à cette classe, puisqu'elle s'en va et elle reprend un cursus de formateur. Et en fait, elle pleure à la fin. Elle pleure de quitter cette classe. Et moi, ça m'a beaucoup touchée. Je fais de l'accompagnement pour jeunes en difficulté scolaire depuis une vingtaine d'années. Je suis passée au coaching d'adultes parce que je me suis rendu compte que les parents avaient aussi besoin d'être accompagnés et que je ne pouvais pas répondre, moi, à ce qu'on me demandait. Aujourd'hui, ça va faire 2 ans que je suis formée. Le changement est absolument incroyable avec les parents. Là où je travaille, j'ai beaucoup d'enfants de classe populaire, en fait, et beaucoup d'enfants double culture maghrébine, avec des grosses difficultés. Vous connaissez peut-être l'UNEL, puisqu'on en a beaucoup parlé, donc voilà. Donc avec beaucoup de difficultés, et je me retrouve énormément dans tout ce que tu dis, et avec l'utilisation du dessin en particulier, pour faire progresser ces jeunes qui ont du mal, en fait, ne serait-ce même qu'à écrire un mot, parce que de toute façon, ils ont un regard négatif sur juste la façon dont ils vont écrire, en fait. Et donc, passer par le dessin pour arriver à comprendre une leçon d'histoire géo, de d'SVT, enfin voilà, de un peu toutes les matières qu'on peut travailler ensemble, en fait. Passer par le dessin devient un moyen, un média extraordinaire qu'il faut arriver à faire comprendre aux parents. Parce que pour les parents, c'est absolument incroyable d'apprendre à des jeunes, qui soient de primaire jusqu'au lycée, à travailler avec le dessin. Donc j'imagine, moi je travaille en face à face, mais j'imagine combien ça peut être difficile pour un professeur avec 30 enfants de leur faire comprendre que le dessin c'est super pour travailler. Et quand les enfants rentrent à la maison, ou les jeunes rentrent à la maison et disent « Aujourd'hui, j'ai travaillé mon cours d'histoire avec du dessin ». Là, je vois très bien la figure des parents. Donc, je pense que ce que je voudrais ajouter, c'est dans tout ce que vous avez dit et que je trouve très intéressant, on parlait de cohérence. Et par rapport au travail que moi je fais, la cohérence aussi, elle est, vous avez parlé du milieu familial. Il y a ça aussi, cette dimension des parents dans l'apprentissage de l'enfant, ou dans l'apprentissage du jeune, et du professeur et du lien qu'il y a entre parents, professeurs et enfants et jeunes. Souvent, je m'amuse à dire aux parents, mais attendez, le prof de votre fils ou le prof de votre fille, il a un enfant lui aussi, et il est aussi de temps en temps sur le banc, la même place que vous. Donc vous pouvez très bien vous adresser à lui, voilà, en tant que parent, quoi. Et cette dimension-là, moi, je pense qu'elle est aussi importante et à entendre pour ces enfants ou ces jeunes qui sont, oui, perdus, quoi, souvent. Bonsoir, je m'appelle Jean-Baptiste Fou, je suis comédien formateur. Déjà, vos parcours m'ont beaucoup intéressé parce que je me suis aussi, comme madame, reconnu beaucoup dans ce que vous avez décrit, étant français, d'origine chinoise, cambodgienne, ayant travaillé et vécu dans 6 pays différents, parlant autant de langues. Et en fait, ma question était sur les outils, parce que vous avez parlé d'écriture, de dessin, de vidéo. Et moi, je voulais poser la question sur le théâtre, qui est aussi pour moi vraiment la forme qui est très fort dans la parole, dans l'expression et aussi dans le rapport à l'autre, dans l'écoute, dans l'altérité, justement la prise en compte. Et est-ce que ça peut être aussi un outil
mis au service de l'interculturalité. Et voilà, c'était ma question. À un moment donné, tu parles d'idéal identitaire dépassé. Tu sais combien aujourd'hui la question de l'identité est au centre d'un certain nombre de débats. Et j'aurais bien aimé que tu précises ce que tu voulais dire par là. Voilà. Alors, une première chose que je voudrais dire, c'est que ce qu'on appelle biographie langagière dans notre domaine, il faudrait aussi leur accorder la valeur de témoignage. Voilà. C'est-à-dire que... qui a parlé des biographies langagières ? C'est vous, et puis c'est Claudine aussi. Voilà. C'est ça, c'est-à-dire leur donner une valeur de témoignage et aussi leur donner une valeur de texte ayant une valeur illocutoire, c'est-à-dire ayant une valeur posant un acte, etc. Alors, il y a effectivement ceux qui claquent la porte et ils posent un acte, mais c'est intéressant comme acte, interroger. On est vraiment dans le théâtre, là, hein. Qu'est-ce que c'est que sortir de scène en claquant la porte, en balançant sa biographie langagière au formateur ? C'est pas de la formation. Oui, c'est pas de la formation. Ça, c'est pas de la formation. Voilà, c'est pas de la formation. Non, c'est de l'auto-formation. Et voilà, c'est ça. Voilà, moi, vraiment, je trouve que c'est intéressant d'avoir un œil aussi un peu analytique sur ces moments-là, ces gestes qui traduisent quelque chose qui est très, très profond, hein, par rapport au bouleversement, au dérangement que ça crée dans leur attente vis-à-vis du sachant, vis-à-vis du formateur. Donc effectivement, les pédagogies dont on est en train de parler, elles sont dérangeantes et elles amènent les individus à sortir de leur zone de confort, de leur représentation habituelle de ce qu'est apprendre, se former, etc. Et effectivement, c'est un gros dérangement et c'est ça le changement paradigmatique. Hein, vous posez la question comment être utile, je crois que c'est s'engager chacun à sa manière dans cette évolution du paradigme de la formation, de la transmission et amener les acteurs à construire un regard pluriel sur eux-mêmes et sur les autres. Et qu'est-ce qu'ils vont faire de cette pluralité ? Elle va venir interroger les hiérarchies sociales, les rôles habituellement attribués, les manières de dialoguer, les manières de s'entendre, les manières de bouger. Et le théâtre, moi j'ai découvert le théâtre de manière personnelle parce que j'en ai fait pendant longtemps avec une collègue, Myrtha Lieberman, qui a été une personne très importante dans le domaine du FLE puisqu'elle a été fondatrice, parmi les fondateurs du lien entre théâtre et français langue étrangère. Elle est âgée maintenant, Myrtha, vous ne l'avez peut-être pas connue. Bon, il y a donc ta collègue Sylvaine Inglé, il y a quelqu'un qu'on a fait intervenir ici régulièrement, donc Daniel Fellender, qui m'a un petit peu formé au playback théâtre, au théâtre récit. Voilà, donc bien sûr, les approches théâtrales, moi je les ai un petit peu pratiquées. Et puis là, il y a ici Laura qui amène dans un atelier d'écriture, parce que je forme aussi des étudiants à devenir des animateurs d'ateliers d'écriture avec des formes d'écriture ouvertes à une pluralité d'outils, donc l'écriture par l'écrit, mais aussi par d'autres modalités. Et donc Laura travaille avec nous le lundi matin pour introduire des moments de théâtralisation qui vont servir à l'élaboration de ce travail. Alors, le témoignage donc de Claudine Nicolas montre qu'effectivement les choses évoluent. J'ajouterai dans la liste des choses qui évoluent l'option CAPES FLE, français langue seconde, pardon, l'option ouverte au CAPES de lettres modernes pour donc et de LVE maintenant, depuis 2015. Oui. Voilà, et de LVE maintenant, langue vivante étrangère. Donc les étudiants qui veulent se former à devenir enseignants de lettres et enseignants de langue peuvent, s'ils le souhaitent, prendre cette option et se former un petit peu à la question du français langue seconde et passer cette épreuve de l'option FLS au CAPES. Donc ça fait
c'est énorme. Enfin, les gens qui connaissent pas l'éducation nationale se rendent peut-être pas compte, mais c'est énorme. C'est énorme. C'est juste, c'est microscopique et énorme en même temps, quoi. C'est une évolution hyper importante. Bon. Donc voilà, les petits grains de sable qui font quand même avancer les choses, les petits signes. J'aime bien le témoignage d'Anne Sauvert parce que ça montre effectivement comment, en tant que professionnelle de l'accompagnement, finalement, elle commence à voir, tu commences à montrer l'impact systémique de ton action. C'est-à-dire, au début, tu intervenais auprès des jeunes, des ados, puis maintenant les parents, en incitant les parents à s'adresser aux enseignants d'égal à égal, en les considérant eux aussi comme des parents. Et c'est intéressant de voir comment là, l'accompagnement individuel prend une fonction aussi d'intervention sociale, petit grain de sable par petit grain de sable. Donc, bon, voilà, on est tous acteurs à notre niveau. Donc Dominique, par rapport à l'idéal dépassé, je pense que c'est un idéal donc obsolète, effectivement, dépassé, obsolète, qui ne correspond pas à la réalité vécue. Sauf que cette réalité vécue, tant qu'elle n'est pas reconnue, d'une part exprimée, c'est pour ça que l'un des aspects de mon diaporama initial, c'était de dire dans la partie pourquoi, pour quelle finalité, pour inciter les individus à dire, à représenter. On retrouve la dimension éventuellement théâtrale, mais aussi artistique ou culturelle ou sociale au sens large. Et puis donc d'amener aussi les institutions et les sociétés à prendre de nouveau, je dirais, peut-être des mesures beaucoup plus clairement situées dans le champ de l'antiracisme, dans des champs qui ont été désertés. Je parlais de la marche contre le racisme et pour l'égalité 87, 81, 83, 87, mais voilà. Mais là, c'est plus une réflexion politique, c'est-à-dire quelles sont les institutions qui peuvent à un moment donné donc venir aussi construire un discours politique clairement antiraciste, antidiscriminant. Il me semble que ça a un peu déserté le discours politique français quand même. Voilà. Ouais. Mais je ne sais pas si le président... c'est-à-dire que moi je préférerais qu'on... C'était juste pour dire que, si vous voulez, il y a les actions individuelles, les petits grains de sable ou les petites pierres qu'on pose sur le chemin, mais il faut aussi interpeller au niveau des institutions politiques pour que ça vienne aussi nous accompagner, nous aussi, nous aider à avancer. Voilà, il y a les acteurs, les espaces intermédiaires, nos institutions au sein desquelles nous intervenons, puis il y a le niveau politique qui devrait être aussi dans la course, qu'il aurait fallu inviter ce soir. Bien. Et la question, je te la pose, Muriel, c'est-à-dire... Oui, je te la pose quand même, et je nous la pose, mais est-ce que finalement notre discours et nos pratiques sur la valorisation du plurilinguisme, du multiculturalisme, ne sont quand même pas assez profondément réinterrogés par ce qui nous est arrivé? C'est-à-dire que comment est-ce qu'on va pouvoir tenir le... Oui, vas-y. Hasard, si j'ai réutilisé ce terme ce soir, je pense qu'effectivement, et c'est ce que je disais à Magali en sortant de là hier soir, je pense qu'effectivement, parler de plurilinguisme, pluriculturalisme ne suffit pas. Il faut parler aussi d'injustice, de racisme et de discrimination et de stigmatisation et d'inégalité. Voilà. Il ne faut pas seulement dire, voilà, nous travaillons dans le champ du plurilinguisme, mais dire, nous travaillons dans le champ de la lutte contre la discrimination. Et je pense que ça, voilà, c'est juste qu'il faut l'ajouter à la phrase. Je pense que c'est important. D'ailleurs, le livre de mon collègue intitulé « Discrimination » se vend beaucoup mieux que mon livre.
C'est-à-dire que, c'est-à-dire que les médias l'invitent beaucoup plus, lui qui dénonce les discriminations, que quelqu'un qui promeut des approches plurilingues.